Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Bon, je pense que je peux dire peut-être que je vais en terminer vite fait avec les CD de la TNA, vu comment il y en a un ou deux autres que je ne sais pas les trouver si facilement, vu comment il est pas évident à trouver. Et aussi dans les Planètes Catch, il me manque aussi les 2 DVD de la CMLL plus un coffret spécial de catcheur WWE. Mais voilà, c'est une toute autre histoire que je peux pas essayer de trouver. Si jamais j'en trouve, je le dirai. Et là, c'est sûr, je pourrais compléter toutes les DVD de Planète Catch, si je le peux. Mais là, on va dire, c'est le dernier, et non des moindres. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. TNA Sacrifice 2011, enfin Sacrifice 2011 et Slammiversary 9 de 2011. Donc, vu comment j'ai quasiment toute l'année 2011, et là c'est pas on va dire des conneries, vu comment je le mettrai dans ma collection et que c'est un bel petit exploit en soi. Même si, comme je l'ai dit précédemment, le Genesis 2009, il peut être introuvable et c'est pas évident à l'avoir. Le Bound for Glory 2007, et pourtant, si vous me croyez pas, je sais qu'il existe en Planète Catch, je sais qu'il existe, soit en DVD, soit c'est pas vrai que c'est peut-être une fake, mais j'ai la preuve pour vous montrer, et pour ça, je serai obligé de couper la vidéo pour vous le montrer en photo de mon téléphone, parce que je peux pas, on va dire, faire de montage comme si c'était, on va dire, légal, vu comment je n'arrive pas forcément, parce que, oui, donc laissez-moi le couper et on se rejoint tout de suite. Donc voilà, je remets la vidéo en place. Donc comme je l'ai dit pour le Bound for Glory 2007, voilà, je vous la montre. Donc en Planète Catch, à ce qui paraît, il existe en DVD. Ça venait de Amazon, justement, ça venait d'Amazon, mais il n'est pas évident à le trouver. Donc si jamais vous l'aurez et que vous le mettez sur Vinted, je vous le prends direct. Hein. Si jamais vous le mettez, je pourrais vous faire soit un message, ou alors un ami à moi vous ferait un message pour avoir ce DVD là, si c'est possible, parce qu'il n'est pas évident à trouver, il est vraiment introuvable, et ce serait le bijou de la collection. Et après ça, comme j'ai dit, Genesis 2009, donc justement Genesis 2009 que je cherche et que je voudrais compléter l'année 2009. Voilà. Et après ça, le coffret des superstars de catch de la WWE, vu comment les noms sont écrits. John Cena, Rey Mysterio, Randy Orton, Dave Bautista, CM Punk et Brock Lesnar, avec les commentaires de Christophe Ajus, Célian Varini et de Marc Chavet. Donc voilà, il me manque ça. Merde, là j'ai pas une bonne visualisation du CD, mais il manque celui-ci. Campeonato de Parjas, il me manque celui-là. Et pareil, l'autre il est pas bien complet, mais je suis sûr qu'il doit pas être évident à trouver. Le Homenage a dos leyendas 2010. Donc il me manque que cela. Donc vous avez vu les images que je vous ai montrées, il me manque que cela. Et c'est pas évident à trouver. Et après, en DVD, je sais pas, mais il y a un DVD New Japan qui traîne, mais je sais pas s'il existe en français. Eh celui-ci, il me manque que celui-ci, et peut-être que j'aurai complet avec soit les commentaires en français ou en anglais ou peut-être en japonais, mais voilà, c'est ça ce qui me manque. Donc voilà, j'ai fait le résumé de ce qui me manquait, et maintenant je m'attaque au DVD là. Donc on voit Rob Van Dam, RVD, The Icon Sting, et la Hardcore Country Mickie James, et le médaillé d'or olympique Kurt Angle. Voilà. Et là, de derrière, même si vous savez que il y a deux DVD, Mickie James et Kurt Angle.
Mais ça, vous le saviez, vu comment c'est que exclusivement de DVD. Et je m'attaque directement à Sacrifice, ouais, je le dirais avec un accent anglais, même si je sais dire sacrifice. Donc les commentaires, vous saviez, il n'y a pas photo, c'est Céline Varini, Greg 10 ou Grégory 10. Même si les Américains sont Taz et McTenay. Et il dure environ 6 heures le DVD, vu comment il est marqué sur la punchline de Planet Catch. Tout d'abord, je m'attaque à l'épisode d'Impact avec quelques matchs. Et si je crois bien, il y en a 4. Donc le premier, c'est Sangrianto contre Suicide, pour commencer le match d'Impact. Eh bien, je pensais que ce serait une victoire de Suicide qu'il en terminerait avec sa prise finish opération suicide, comme il appelle. Mais sauf qu'il se fait contrer par Sangrianto et qui fait un genre, pas de cop killer, mais on va dire un cop killer modifié, mais en avant, presque un Brainbusters, mais qui remporte la victoire, alors que je m'attendais à une victoire de Suicide. Mais c'est pas grave, c'est victoire de Sangriato, et c'est 3,5, alors que Sangriato, c'est un catcheur de la CMLL ou de la AAA, mais en tout cas, c'est un catcheur du Mexique. Et bien, c'est victoire pour son premier match officiel lors d'un épisode d'Impact. Voilà, 3,5. Ensuite, Bully Ray et Gunner contre AJ Styles et Christopher Daniels. Christopher Daniels, bien sûr. Bon, après, la plupart des matchs dans Impact, il y en a qui sont très courts. Donc pour ça, je serai obligé de me la faire court, même si quand je dis court, vous savez que la vidéo va durer une plombe. Et justement, il y en a qui n'aiment pas d'attendre d'une plombe pour une vidéo qui dure presque environ 1 heure et des, vu comment la récente vidéo que j'ai fait, il faisait 1 heure et des. Vu comment je me suis trop attardé sur les segments, trop attardé sur quelques matchs à essayer d'expliquer ce qu'il y a eu. Ah, il y a tel ci, il y a tel là. Voilà, mais en plus les détails, surtout en détail que j'ai dit en fin de vidéo avec l'incident de Jeff Hardy. Et que suite à cet incident de Jeff Hardy, parce que si vous ne savez pas, Jeff Hardy il est rentré à Victory Road 2011 en main event face à Sting et qui se fait squasher par cette légende qui est Sting. Parce que voilà, il était complètement drogué, il était foncé au crack. Et suite à ça, vu comment il a été évincé de Immortel et eu une amende et qui s'est fait suspendre par la TNA et contrainte d'obliger de faire un cure de désintoxication, vu comment voilà, ça peut pas continuer éternellement comme ça. Et que quand on y pense maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, c'est vraiment triste de la part de Jeff Hardy qui peut tourner dans cette mauvaise addiction. Il y en a qui diraient même, CM Punk avait raison. C'est vrai que c'est un addict à la drogue. Qu'il est vrai ou tort, je vais pas lui donner tort, même si ça me le fait à contre-cœur. Mais d'un autre côté, je peux pas lui donner tort du tout à CM Punk. Mais je vais pas rabaisser Jeff Hardy pour autant. Mais c'est vrai qu'il a quand même abusé sur ce point-là. Vraiment. Et que maintenant, la vie continue. Et que, comme je disais, lors d'un match par équipe, enfin, je poursuis pour le match par équipe, mais vu comment il n'y a rien, pas grand-chose de spécial, on s'attendait à une victoire clean des Faces, par exemple avec le BMI de la part de Christopher Daniels, le Best Moonsault Ever, ou The Wing Angel, donc les ailes de l'ange, ou alors peut-être le Phenomenal Forearm, ou la prise tire-bouchonneuse de AJ Styles, ou peut-être le Styles Clash pour en finir avec la victoire. Mais c'était, on va dire, pas si évident, vu comment les heels que sont Bully Ray et Gunner décident de partir en traître et qui veulent les attaquer justement en traître à AJ Styles et à Christopher Daniels. Donc, vu comment ils les ont attaqués, ça provoque une disqualification de la part des heels. Donc, les heels perdent le match, mais les faces remportent le match. Même si les heels en ont quasiment rien à foutre. Et que après, les faces se vengent. Et que à la fin, les deux célèbrent
célèbre, même si ça peut être que de courte durée. Ce match-là, 3,50, et je poursuis, mais cette fois-ci avec un match par équipe. Non, un match féminin des Knockouts. Donc c'était pour le titre des Knockouts, entre Mickie James contre Miss Tessmarker, ou Miss Brooke Tessmarker, et que elle avait une gimmick de secrétaire sexy, un peu provocatrice, mais que ça lui a pas, on va dire, apporté tout la légitimité, le prestige, vu comment Mickie James, on sait que c'est une battante, on sait qu'elle n'est pas du genre à se laisser faire, ni à se laisser festoyer, mais parce qu'il en faut plus pour battre Mickie James. Et que moi, ce qui me fait halluciner, c'est à chaque fois les commentaires de Célian Varini et de Grégory 10. Un joue le gentil, l'autre joue le méchant. Et justement, le méchant, c'est Célian Varini, vu comment il a la fâcheuse tendance à traiter de Mickie James de la petite grosse, alors qu'elle n'est pas grosse du tout. Il dit juste ça pour faire le méchant. Pas pour se moquer d'elle, mais pour faire le méchant. Mais il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui ont eu une dent contre lui quand il aura dit du mal à certains idoles. Et justement, l'idole, ben, c'est Mickie James. Un peu comme Jeff Hardy. Si on dit du mal de Jeff Hardy, ben, on risquerait d'avoir tous les foudres. Et c'est pareil pour Punk, c'est pareil pour certaines personnes. Voilà, ça peut arriver dans certains cas. Mais passons, de toute façon, c'est elle qui remporte le match avec son DDT en se faisant soulever. Elle fait un DDT sur son adversaire pour la victoire. Ce match-là, 3,20. Et là maintenant, match handicap par équipe. Donc Kurt Angle avec Velvet Sky contre les fidèles lieutenants de Karen Jarrett et de Jeff Jarrett. Angelina Love et Winter, qui se fait appeler de son vrai nom Katharina Winter, même si Winter c'est pas son vrai nom, mais je le mets quand même en nom complet. Donc, vu comment les deux femmes avec Jeff Jarrett sont engagées pour détruire Kurt Angle et sa soi-disant maîtresse, même si c'est pas la vraie maîtresse, mais Velvet Sky. Donc elles sont, on va dire, là pour détruire les deux là, alors que les deux faces, ben, ils veulent protéger leur réputation, leur honneur. Surtout pour Kurt Angle, il veut protéger son honneur, sa dignité. Alors que Jeff Jarrett lui a tout volé. Vous savez qu'il lui a tout volé. Il lui a appris sa vie, sa femme et ses deux enfants, Kyra et Cody, comme il les appelle, vu comment c'est les vrais noms des enfants. Et du coup, ben, ils veulent encore tout prendre à Kurt Angle. Ils veulent encore tout prendre. Mais que Kurt Angle, il veut à tout prix avoir l'avantage de suite. Alors que Karen, ben, elle veut rien entendre. S'il faut s'en prendre à la maîtresse de Kurt Angle, elle le ferait. Quitte à envoyer Angelina Love, qui est complètement droguée de la part de Winter. Parce que Winter, vu comment elle est ultra amoureuse d'Angelina Love, elle lui a donné des pilules, ça a été dit, des pilules pour qu'elle soit ralliée à sa cause et qu'elle obéisse au doigt et à l'œil, et que cette dernière n'aura pas le choix de lui obéir, et que du coup, ben, elle est complètement dopée, stéréotypée, zombitesque, vu comment c'est quasiment une zombie, parce qu'elle sent pas les coups. Elle est ultra violente, même si c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai du tout. Hein. Elle lui a pas vraiment donné une pilule. C'est, on va dire c'est même pas un cacheton, on va dire c'est un genre de chewing gum bien dur que tu croques et que tu mâches. Bon, sinon c'est pas des vraies pilules, mais ça a été dit dans une storyline un peu pété, un peu prévisible, mais ça aurait peut-être du sens. Mais bon, les heels n'ont pas, on va dire, réussi à décourager les faces, parce que même si Velvet Sky, elle se fait allumer et qu'elle revient et qu'elle fait le tag à Kurt Angle, ben là, c'est sûr, il y a de quoi s'enfuir quand c'est Kurt Angle qui est chaud comme la braise et qui détruit tout sur son passage.
Et que après ça, quand c'est Velvet Sky, elle fait le ménage après et elle fait un ankle lock sur Winter, alors que Angelina Love, elle était complètement KO de la part de Velvet Sky, son ancienne meilleure amie de Angelina Love dans les Beautiful People. Mais bon, c'est Kurt Angle et Velvet Sky qui remportent le match, et c'est Velvet Sky qui fait un ankle lock sur Katharina Winter pour la victoire, donc un 3,5, mais les Heels n'auront pas du tout fini. Mais moi, j'en termine, donc c'est 3,5. Maintenant, je passe à la carte principale du show Sacrifice. Et le premier match, c'est les America Mexica, donc équipe composée de Anarquia et Hernandez, contre Inc Inc, Shannon Moore et Jessie Neal. Oui, Shannon Moore qui a complètement foiré son opportunité au chanson titre et rapidement rabaissé en bas de la carte avec Jessie Neal, qui ne progressera jamais, et que Shannon Moore n'a jamais pu pouvoir progresser, peut-être parce que c'est lui, ou alors est-ce que c'est son style punk rock, tatoué, percé, et un peu énigmatique sur les bords. Alors que Jessie Neal, ben, lui, c'est plus un jeune catcheur, enfin, pas tout, enfin, il n'est pas si jeune, mais quand même un jeune prometteur, mais encore inexpérimenté, qui avait encore besoin beaucoup d'approuver. Mais que ce n'est pas de la tarte pour les Inc Inc, vu comment ils se font ratatiner par Hernandez et par Anarquia. Donc du coup, c'est victoire de American Mexicain. Et c'est 3,20, vu comment je n'ai pas trouvé spécialement déconcertant bien. C'est un peu limité, mais voilà, 3,20. Ensuite, G. Brian Kendrick contre Robbie E. Et là, c'était un match bien sûr en 1 contre 1, vu comment le match par équipe je suis passé. Match qui peut être bien. Ça peut sauver la moitié du début du show, mais voilà, c'est un match bien, même si je le mets pas, on va dire, très haut en termes de notes, parce qu'attention, des notes très haut, il faut que ce soit excellent, mais que là, ils nous ont montré quelques bons offenses, ils nous ont montré ce qu'ils savent faire, surtout, mais à la fin, même si Robbie E a voulu tenter sa prise finish, ce sera celui qui est complètement zen, complètement détendu, vu comment Brian Kendrick, non seulement il est un peu cinglé, mais zen à la fois. C'est lui qui remporte le match en fait, et il veut remercier, saluer son adversaire, même envers Cookie. Mais sauf que voilà, ils ont peur de lui, vu comment, même en étant relax et en étant zen, il fait quand même peur, selon eux. Mais bon, c'est la victoire de Kendrick de toute façon, 3,5, je le mets ça. Ensuite, Mickie James contre Madison Rayne. Oh, oui. Donc, c'est où ce match-là? Ah oui, là. Match pour le championnat des knockouts. Oui, pour le match des knockouts. Et que là, cette fois-ci, il n'y aura pas de tricherie. Et surtout, Tara, parce que vu comment j'ai dû revoir qui était intervenu dans le match entre Mickie James et Madison Rayne, il s'agissait de Tara, qui avait fait diversion envers l'arbitre parce que non seulement Mickie James avait utilisé le gant de boxe pour mettre KO Madison Rayne, mais que Tara a dû distraire, pas de son plein gré, mais par ordre de Madison Rayne, vu comment cette dernière veut avoir le dessus sur certains points, quitte à parvenir à sa fin pour devenir championne ou rester championne. Elle a vraiment toutes les astuces possibles, les manières les plus sadiques au possible. Et que si jamais elle remporte le match, Mickie James, Tara serait sauvée, elle serait libérée de Madison Rayne. Et si elle échouait, elle sera contrainte de servir et de lécher les babines de Madison Rayne. Et vu comment c'est Mickie James qui remporte le match, vu comment Madison Rayne a voulu flinter durant tout le match, même si l'arbitre
Papy Hepner, là, il fait complètement n'importe quoi, mais ça n'empêche pas Mickie James de remporter le match, quitte à faire un coup de pied retourné et un DDT dans les airs, pardonnez-moi, dans les airs, et qui remporte le match, plus le titre des knockout. Donc voilà, c'est victoire de Mickie James, c'est un 3,20, je peux pas dire mieux, mais voilà. Et ensuite, match suivant. Ah ben là. Match pour le championnat de la X Division, de la TNA. Kazarian, enfin, Kaz ou Frankie Kazarian, contre Max Buck, qui est Matt Jackson. Je mettrai son nom, ben, comme ça, vous savez qui c'est, vu comment maintenant on sait que Matt Jackson et Nick Jackson, les deux frères Young Bucks, sont plutôt immatures. Certes, il y en a qui disent que c'est des bons catcheurs, je ne dis pas le contraire, mais s'ils sont de bons catcheurs, ils ne feraient pas tous les singeries et tous les dingueries et des choses trop abusées, trop répétitives, même des fois un peu surjouées de tout et de rien, se moquer de tout et de rien en même temps, vu comment ils se sont des spécialistes de foutage de gueule. Eh ben, c'est vrai que maintenant, j'ai une toute autre image de eux, même si ils peuvent faire mieux. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. Ils sont toujours obligés d'en faire des caisses. Et c'est là où certaines personnes ne les apprécient pas forcément toujours. Vu comment ce sont des gosses, comme dirait CM Punk. Ce sont vraiment des gosses. Mais bon. Après, voilà quoi. Je ne sais rien dire de mieux. Eh ben, c'est victoire de Kazarian. Même si Max Buck a vraiment tenté de faire ce qui était dans son pouvoir pour battre un vétéran comme Kazarian. Parce que oui, le vétéran, c'est Kazarian et pas Max Buck. Et qu'honnêtement, je pense peut-être que je comprends pourquoi la WWE et la TNA ont vraiment pris les deux jeunes que sont les frères Bucks de haut. Je comprends un tout petit peu maintenant, vu comment les deux, ils sont pas en train de faire du catch, ils sont en train de jouer au catch, et que c'est pas... ils sont talentueux, je ne dis pas le contraire, mais ils font trop des caisses. Et que là, ils étaient forcément à leur place, ils étaient peut-être mieux cadrés, et que s'ils étaient plus recadrés, c'est sûr, il y aura plus la confiance, vraiment plus du tout. Mais que là maintenant, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais là encore, c'est Max Buck, hein, et pas Jeremy Buck. Hein. Mais bon, victoire de Kazarian avec, je ne sais pas si c'est un genre de stomp, mais à l'envers, comme un genre de Alabama Slam. Mais il remporte le match, soit ça ou un autre prix. Donc, victoire de Kazarian. 3,40, je le mets ça. Ensuite, The Beer Money Inc. Donc, vous savez qui c'est. Vous-même, vous savez qui c'est Roode et Storm. Donc, Robert Roode et James Storm. Contre les moitiés d'équipe de Immortal. Donc, Matt Hardy et The Wildcat Chris Harris. Un revenant, oui, il est en train de revenir. Enfin, ah non, c'est pas ça. C'est Grimson contre le Monstre Abyss. Ouais, je vais trop vite. C'est pas encore ce match par équipe, donc autant pour moi, je reprendrai par ce match-là. Donc Grimson, l'invincible Grimson, pour le moment, affronte le Monstre Abyss. Et est-ce qu'il allait pouvoir s'en sortir face à Abyss, vu comment c'est un fou addict à la douleur, et que sa chair est tendre... Vous voyez le morceau de bois et de clous, mais je ne sais plus comment il l'appelle. Jesse peut-être? Non, pas Jesse. Ou peut-être qu'il l'appelle comme ça, mais bon, je m'en rappelle plus. Mais vu comment il la considère comme sa femme, cet objet complètement barbare et limite effrayant en voyant ça, surtout quand c'est Abyss qui le prend. Mais quand Grimson, vu comment c'est un petit nouveau, il doit faire ses preuves
face à quelques vétérans, et Abyss c'est justement le vétéran, eh ben ça se mérite de faire ses preuves. Et que à chaque fois il y avait quelques offenses, mais Grimson arrive à battre Abyss avec un Spinebuster et qu'il le bat, tout simplement il le bat, donc il ne se fera pas défaire par Abyss. Et là, ben, ce match-là, je lui mets un 3,50, j'ai bien apprécié. Et maintenant, là, c'est le match par équipe entre Beer Money Inc. et Immortal, avec un revenant qui est Chris Harris, lui qu'on l'a plus vu depuis pas mal d'années à la TNA, depuis que James Storm a trouvé un autre partenaire à la personne de Robert Roode, enfin Bobby Roode, et que les deux sont beaucoup ultra amis avec Chris Harris, vu comment ce dernier a tourné sa veste envers James Storm, et celui-ci ne l'a pas digéré, et qui compte bien ben, remettre carte sur table, et faire que du catch, quoi, du catch en réglant leurs problèmes. Même si avec The Cold Blood, enfin, l'homme au sang-froid, The Man Cold Blood, on n'a pas fini sa route à la TNA, même si il sera dans le contrainte de se disparaître pour revenir aux forces quelques années plus tard pour remporter le titre de la TNA. Mais que là, pour l'instant, ce n'est pas encore le Matt Hardy broken qu'on connaît actuellement. Là, c'est celui qui essaye de se trouver, de se réinventer. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Vraiment pas gagné. Tout ce que je sais, Beer Money Inc. enchaîne leur prise. Et pareil pour Matt Hardy et Chris Harris, ils enchaînent leur prise. Jusqu'à ce que ça va se terminer entre The Beer Money Inc. et, si je crois bien, James Storm, il fait un genre de swing, mais sauf qu'il fait pas le swing comme Cesaro. Il le porte bah, quasiment les deux jambes à bout de bras. Et que ce dernier, donc Robert Roode, il fait la descente de la cuisse. Et ça, c'était les anciens finishes de The American Most Wanted. Donc, ancienne équipe entre Chris Harris et James Storm. Et qui bat justement l'équipe de Immortal comme ça. Ce match-là, 3,60. Ensuite, match sans aucune disqualification entre Tommy Dreamer contre AJ Styles. Eh oui, la revanche de No Surrender. Et que j'aurais peut-être pu vous le dire, mais du côté d'Impact, c'était Tommy Dreamer qui avait trahi AJ, vu comment il n'a pas oublié les moments où AJ s'était foutu de sa gueule quand il était dans... allez... 2VQ, je crois. L'équipe de Mick Foley. Je ne sais plus. Eh ben, ce dernier, ben, il n'a pas digéré notamment les sales coups qu'avait fait AJ en 2010 lors de No Surrender et que il compte bien se venger. Surtout la coup de fourchette qui s'était reçu dans les yeux et qu'il a dû abandonner dans un match I Quit lors de No Surrender. Eh ben, ça, il a pas oublié. Il a vraiment pas oublié. Il est vraiment orgueilleux. Et comme quoi il a une bonne mémoire d'éléphant, il oublie personne, il n'oublie pas qui lui a fait du mal, et qu'il compte bien lui faire du sale à AJ, même si AJ riposte et il se laisse pas faire, mais d'un moment comme ça, vaut mieux que ce soit celui qui s'est fait humilier l'année passée, enfin l'année dernière, que se reprendre une nouvelle raclée récemment. Même s'il y avait Bully Ray qui a dû faire le travail pour Tommy Dreamer à la fin, alors que AJ Styles voulait en finir avec Dreamer en faisant un Styles Clash à travers la table, mais Bully Ray, il intervient en le donnant un coup de chaîne dans le dos d'AJ, et que ce dernier, ben, il fait un pile driver sur la table, sauf que c'est plus Dreamer qui passe à travers la table que AJ, hein, vu comment... Attendez, je vais vite venir. Bon, là, je repoursuis parce que ma mère n'arrête pas de m'appeler tout le temps... Eric. Ouais, mais fous-moi la paix, maman. Laisse-moi faire une vidéo, tu vois bien que je parle. Ah, parce que, vous savez pas, mais hors antenne, parce que j'ai envie de dire hors antenne, j'ai dû lui dire, ça fait que je fais une vidéo et que toi, tu fais
comme si tu n'entends rien et que je ne parle pas. Et il dit non, je n'avais pas entendu. Eh bien pourtant tu devrais entendre, je parle quand je fais une vidéo. S'il te plaît, laisse-moi faire ma vidéo tranquille et me casse pas les pieds. Parce que on peut aimer notre mère, mais quand une mère nous casse les bonbons sans arrêt, là, les esprits se chauffent. Mais bon, c'est pas comme si c'était ultra violent de ouf, mais il faut respecter mon intimité et mon notoriété. Enfin, autorité, oui et non, mais quand je fais quelque chose. J'ai pas d'autre mot à part quand je fais quelque chose. Mais bon, j'étais au match la fin de match entre AJ et Tommy Dreamer. Vu comment c'est Tommy Dreamer qui se prend lui-même la table, donc il passe à travers que AJ, parce que vu comment AJ ne risquerait rien entre les cuisses de Tommy Dreamer, mais que c'est lui qui subit le pin, parce que justement Bully Ray est intervenu dans le match. Donc justement, victoire de Tommy Dreamer, ce match-là, 3,70. Oui, je lui mets ça. Je l'avais peut-être pas dit, mais plus tôt dans la soirée, il y avait... Karen Jarrett et Jeff Jarrett, qui étaient en train de faire une promo et que elle était en train de marcher avec des béquilles, avec une protection à la cheville, comme si elle pouvait pas catcher face à Kurt Angle et à Chyna. Vu comment récemment elle avait fait son retour dans le monde du catch, début officiel à la TNA, même si elle va pas rester longtemps. À vrai dire, ça va être de courte durée. Eh ben, elle se dégonfle, une lâche. Elle veut pas faire face à la maîtresse de Kurt Angle. Et pourtant, elle aura pas d'autre choix d'affronter la maîtresse de Kurt Angle. Même si je sais que Kurt Angle ne sortait pas du tout avec Chyna de DX, bien sûr. Et pas Shayna Baszler, Chyna de DX. Mais qu'elle a déjà affronté Kurt Angle, elle a déjà affronté Jeff Jarrett. C'est notamment elle qu'elle a battu Jeff Jarrett pour le titre intercontinental à l'époque de la WWF. Donc voilà, comme quoi le monde est petit et que de la voir arriver, ça peut être cool. Et qu'on peut voir qu'elle a vraiment bien changé. Hein. C'est plus la Chyna très bodybuildée, même si elle a toujours des petits implants mammaires qui peut, on va dire, faire chavirer les yeux de certains. Elle est plus trop ultra musclée qu'avant. Faut dire, elle a complètement amaigri. Et ça, je l'ai carrément remarqué. Donc, vous avez compris, c'est Kurt Angle et Chyna contre Jeff Jarrett et Karen Jarrett. Et on demande un truc, parce que ça, c'est le public qui le réclame. Le public veut que Chyna kill Karen. Et qu'on entend à chaque fois des mecs dans le public qui disent Chyna wants to kill you. Un peu comme pour Samoa Joe. Joe has want to kill you. Et bien là, on fait le proverbe pour Karen. Vu comment elle va se faire démonter. Et ça va être un holy shit moment. Même si elle n'a pas hésité à frapper Jeff Jarrett, que ce soit en le faisant un splash du coin, ou alors, oh excusez-moi, ça c'est ma chaise, excusez-moi pour le petit bruit, ou alors c'est peut-être envers Karen Jarrett qu'elle a fait un splash dans le coin, et que après ça, j'ai pas trop de souvenirs, si ce n'est que je me rappelle, elle a voulu faire un body slam à Jeff Jarrett, et j'ai cru qu'elle a failli tuer Jeff Jarrett, vu comment c'était ça cafouillait vraiment dans cette exécution, et j'avais un tout petit peu peur pour Jeff Jarrett, même si faut pas avoir crainte de celui qui est extrêmement craint par certains et par beaucoup, et que pour certains ils considèrent comme un connard ou justement un révolutionnaire. Ce serait trop risqué, quoi. Et que tout ce que je me rappelle, c'est que Kurt Angle, il fait un angle slam sur Jeff Jarrett. Et il fait un ankle lock. Et pareil pour Chyna, elle fait un ankle lock sur Karen Jarrett. Et les deux couples abandonnent. Tandis que l'autre couple reste vainqueur. Donc vous avez compris, victoire de Kurt Angle et Chyna. Et pourtant, la rivalité entre
Kurt et Jeff est loin d'être terminé, vu comment ça va peut-être se terminer à Slammiversary 9, normalement. Donc, voilà, voilà. J'en termine vite ça. Ensuite, je termine avec le match de champion du monde poids lourd de la TNA. Vu comment c'est le dernier... Attendez, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça a l'air d'être le dernier. Donc il affronte Rob Van Dam, on va dire la revanche de Slammiversary 8, même si c'était que l'année passée, mais sauf qu'on n'est pas à Slammiversary. Et que là, on a deux favoris du public. Hein. Deux favoris du public. Et que ça va être très dur à siffler l'un ou l'autre, vu comment les deux sont ultra appréciés. Il y a des chants RVD, Let's Go Sting. Donc c'est impossible de détester ces deux gars, en sachant qu'ils sont vraiment tous les deux bons. Donc aller US ce serait autre chose. Entre deux anciens révolutionnaires de leur propre promotion, Rob Van Dam, le révolutionnaire de la ECW, et Sting, le révolutionnaire de la WCW et de la TNA. Et que j'ai rien d'autre à dire si ce n'est ils s'étaient un tout petit peu battus dans le public, jusqu'à ce qu'après ils reviennent sur le ring, ils se mettent sur la tronche, des rolling tenders, des high kicks, des front kicks que faisait Rob Van Dam, même des kicks absolument incroyables. Van Terminator et des Van Daminator qui n'est pas passé. Et que Sting, ben lui c'est plus Stinger Splash. Ah putain. Des body slam, des coups de machette. Vu comment les coups de poing, ce qu'il fait, c'est vraiment des coups de machette. Et tentative de Scorpion Deathlock et de Death Drop aussi. Donc il a vraiment tout tenté. Mais que Van Dam est un combattant. Van Dam est un résistant. À l'image de JCVD, à l'image de Jean-Claude Van Damme. Eh ben, il ne peut pas perdre. C'est un survivant. Mais que, après tant d'efforts, il a fait une petite faiblesse. Il a voulu trop tenter, que ce soit avec le Spring Light et Moonsault et le 5-Star Frog Splash, mais sauf que ça va se retourner contre RVD. Et que ce dernier va lui faire un Scorpion Deathlock pour la victoire. Donc le Reverse DDT. Il bat justement Rob Van Dam. Et que c'est voilà, c'est validé par l'arbitre. C'est victoire de Sting. Et qu'à la fin, ben, les deux hommes, ben, ils se serrent la main et Rob Van Dam part au vestiaire, alors que Monsieur Anderson, enfin Mr. Ken Anderson, était dans la table des commentateurs en train de commenter le main event, même s'il faisait une promo assez borderline comme il a l'habitude de le faire, quand il se fait pronommer Mr. Anderson. Et que je me rappelle, il a fait une fois très vite comme ça, Anderson. Donc, pas mal. Et après, ben, Anderson et Sting ben, se retrouvent face à face. L'air de dire, ben, le prochain pay-per-view, ce sera lui contre Sting. Et c'était pas le main event. Malheureusement, c'était pas le main event. Dommage, mais on peut pas tout avoir, quoi. On peut vraiment pas tout avoir. Mais ça va être on va dire le deuxième main event après l'autre main event officiel. Et voilà. Ce match-là, je lui avais mis un 3,80. Je lui avais mis ça. Donc maintenant, on passe au deuxième DVD, mais encore un épisode d'Impact. Donc c'est encore entre 4 matchs. Le premier match, c'est Rob Van Dam et Bully Ray, donc qui s'affrontent. Et que, je me rappelle, il faisait une promo contre AJ Styles en disant que AJ, c'est pas un homme. AJ, c'est un gamin qui passe toutes ses journées ben, sur son téléphone à être sur Twitter, ou encore à jouer aux jeux vidéo, à être entre amis, entre copains, à se raconter des blagues, etc. Alors que Bully Ray, lui, dit que les vrais hommes, ben, ils avaient des couteaux dans leur sac, ils avaient des armes à feu, ils avaient
ils avaient de la drogue, ils étaient des bullies. Et ils adoraient intimider les jeunes catcheurs. Vu comment Bully Ray, il ne se cache pas de le dire, vu comment son passif, que ce soit dans les vestiaires, prouve bien que lui aussi ça a été un énorme bully. Donc voilà, il était aussi toxique, Bully Ray, comme d'autres vétérans, comme JBL, comme Arco Rolly et compagnie. Donc il dénigre fort AJ Styles, tout en taclant Christy Hemme en disant que sa dernière couverture de la page Playboy était pourrie, alors que en connaissant Sailor Varini, il a beau aimer les heels, mais il aime pas qu'on fait des mauvaises remarques à sa douce chérie Christy Hemme, vu comment il adore appeler Christy Varini. Donc ça lui a un tout petit peu moins plu, mais il s'identifie quand même à Bully Ray. Mais que Bully Ray, il ne s'attendait pas à voir AJ Styles, vu comment il était dans le public en train d'observer. Bien sûr, il va pas s'empêcher de dire des pics à AJ, même si AJ n'a pas le micro pour répondre, pour y poster. Mais que, sauf ça va lui jouer un grand tour, parce que Van Damme, il lui fait un Van Daminator. Enfin, ouais, un Van Daminator. Et il fait un 5-star Frog Splash et il bat directement Bully Ray. Et à la fin, il y a confrontation entre AJ et Bully Ray. Et du coup, le message est clair. Ils vont s'affronter à Slammiversary et ce sera sauvage. Ce sera sauvage. Mais bon. Ce match-là entre Van Damme et Bully Ray, 3,40. Ensuite, ODB contre Velvet Sky. Alors, rapidement, Velvet Sky, je ne comprends pas, mais elle commence à devenir heel. Bizarrement, elle devient heel. C'est incompréhensible. Même moi, j'avais du mal à comprendre. Et que celle qui avait été virée de la Impact Zone, notamment de la TNA, par storyline, ODB. ODB qui veut dire One Daily Bitches. Vu comment vous n'avez pas compris cette expression. ODB, ça veut dire One Daily Bitches. Qu'elle décide de s'en prendre à des jolies filles comme Velvet Sky. Et que Velvet Sky est vraiment, on va dire, comme un heel. Alors qu'il y en a qui adorent ODB, même s'il y en a qui n'adorent pas forcément ODB. Le match très court, mais que j'ai pas envie de trop citer, si ce n'est que c'est une victoire de Velvet Sky avec un simple DDT pour la victoire. Tout simplement, pour la victoire. C'est un 3,20, voilà, ça change pas de miette. Ensuite... 1, 2, 3... Je crois que c'est 3 matchs en fait. Peut-être que j'ai dit de la merde en fait. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai dit un petit peu n'importe quoi, je le regrette. Mais Mr. Ken Anderson qui fait équipe avec Gunner, et pourtant il faisait pas encore partie de l'Immortel, contre Sting et Eric Young. Alors Sting, il a trouvé Eric Young parce que Eric Young, vu comment il est champion de la télévision, et surtout, il a encore la ceinture qui est en métal bien sûr, mais qu'il n'apporte rien de prestige au titre du monde poids lourd de la TNA, alors que le champion c'est Sting. Il dit Sting à Eric Young d'arrêter de faire le clown, de faire comme s'il ne comprenait pas, d'être un minimum plus sérieux, parce que il trouve personne, il trouve vraiment personne pour faire équipe, pour mieux, on va dire, se débarrasser de son pire adversaire. Donc il lui demande d'arrêter un peu ses bêtises et d'être minimum sérieux, parce que ces temps-ci, Mr. Anderson ne fait que se moquer de Sting, notamment de son ancien style, vu comment Anderson il s'était déguisé en Sting version colorée. Et ça me fait un peu drôle de le dire, mais c'est vrai que ça lui va vraiment bien, le côté ancien Sting. Il a presque le physique, même si Sting n'a pas des tatouages, mais il incarne vraiment bien le Sting du passé. Hein. Alors que Eric Young, il s'était déguisé en Great Muta,
pour faire une parodie de catchesque à Sting. Et du coup, Sting, ben, il n'a pas digéré. Et ben, tout ce que je m'en rappelle, ben, le match était un peu brouillon, un peu bizarre. Alors que Sting faisait le ménage sur le ring, eh ben, il y avait Eric Young aussi qui arrive, qui fait le ménage. Mais bon, lui, il capte rien, il est complètement à l'ouest. Et il fait comme s'il a fait le bon travail, alors que Sting lui dit d'en terminer vite fait. Et c'est là où il pousse... enfin, si je crois bien, Gunner, il pousse Eric Young sur Sting. Donc, ils ont fait un black tag. Et que Gunner, il fait un F5 sur Sting. Donc, oui, vous avez bien compris, un F5 comme faisait à la manière de Brock Lesnar. Et il en termine ce match avec ça. Que je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? C'est pas sa prise. Pourquoi il fait ça? Et du coup, ben, Sting, ben, il a perdu à cause de Eric Young qui a fait n'importe quoi. Il pense avoir la victoire, Eric Young, alors qu'il a perdu avec Sting. Et du coup, ben, Sting ne veut plus du tout ben, le croiser, Eric Young. Et il veut justement ben, tabasser Mr. Anderson. En disant, hein, tu trouves ça drôle de te foutre de ma gueule? Tu trouves ça drôle? Et c'est là où Sting devient presque l'icône barrée. Donc Sting version Joker et qu'il a complètement pété un plomb. Il est passé du côté de la folie. Bien sûr, son petit brin de folie. Pour terminer sur Anderson, et ce segment va s'arrêter ici, vu comment c'est un 3,50. Voilà, je mets un 3,50. Et maintenant, je passe à la carte principale. Donc, match pour les championnats par équipe de la TNA. The Gun Money. Donc, normalement, ça devait être Beer Money Inc. contre The British Invasion. Mais Robert Roode s'est blessé au coude. Et du coup, il n'est pas apte à catcher. Donc, ils ont trouvé un remplaçant à la personne de Alex Shelley. Donc, Alex Shelley et James Storm qui forment à eux deux The Gun Money. Ou alors The Gun Beer, vu comment la bière c'est James Storm. L'argent c'est justement Robert Roode. Vu comment on sait pourquoi l'équipe s'appelle The Beer Money Inc. Vu comment les deux, ce sont les deux mamelles de leur propre domaine. Et Shelley, ben lui, c'est les guns. Voilà, lui, c'est les guns. Et pourtant, c'était un peu mal parti entre les Gun Money, vu comment au début, ils enchaînaient des petites défaites, jusqu'à ce que, quand c'est pour les matchs par équipe, pour les titres, eh ben, ils se donnent tous les deux à fond, surtout face à la British Invasion. Et la British Invasion, c'est équipe composée de Douglas Williams et Magnus, enfin Brutus Magnus. Et pourtant, la British Invasion ne vont pas remporter les titres, vu comment c'est une victoire de Gun Money, avec un enchaînement à deux, le last call de James Storm et le fil à couper le beurre de Alex Shelley. Donc ça fait la différence, et c'est victoire de Gun Money. Donc voilà, ce match-là, 3,50. Ouais. Je pense que je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, eh bien honte à moi. Ah ben non, je dis pas de bêtises. Ensuite, si je dis pas de bêtises, eh ben c'est Matt Morgan contre The Big Boppa Pump, Scott Steiner. Oui. Un match entre deux athlètes bien baraqués. Vu comment Scott Steiner est vraiment ultra musclé. Et Matt Morgan, ben, lui aussi, il a des muscles, mais sauf qu'il n'a pas des gros bras que Scott Steiner a. Même si on sait que Scott Steiner, il a utilisé des stéroïdes pour avoir des gros biceps, même si j'en doute pas qu'il fait beaucoup de musculation. Et qu'il a voulu, on va dire, se croire mieux que Matt Morgan, mais sauf qu'il ne faut pas toujours se croire mieux que les autres, parce que ça peut se retourner contre toi, si on se croit meilleur que tout le monde. Et c'est ce qui s'est arrivé à Scott Steiner. Il a tenté le Frankensteiner, la moitié des prises qu'il a voulu tenter, et il se fait allumer avec un genre de drop kick de la part de Matt Morgan. Donc c'est victoire de Matt Morgan. Ce match-là, 3,40.
Ensuite, match triple menace pour le championnat de la X-Division entre le Monstre Abyss contre Kazarian contre Brian Kendrick. Donc, vu comment Abyss il est passé champion de la X-Division, qui veut l'appeler la Extreme Championship, vu comment il aime être extrême, et aussi il commence à lire tout sur la théorie du chaos auquel il adore s'inspirer, et que c'était pas encore l'heure pour Abyss de perdre sa couronne, vu comment il le perdra à Destination X face à Brian Kendrick. Mais ça, c'est une autre histoire. Vu comment là, il est encore imbattable. Même très imbattable. Et qu'il en faudra plus pour venir à bout. Qu'on soit du côté de Kazarian ou de Kendrick, peu importe. Les deux, ils se sont mis à deux sur Abyss. Ils se sont vraiment mis à deux. Mais Abyss, ben, lui, il reçoit des petites piqûres de moustiques. Hein. Ça le chatouille, soit ça le pique, ça lui fait un tout petit peu mal. Mais ça lui fait pas trop gros effet. Hein. Donc du coup, ben, il riposte et il allume les deux. Et justement, il va allumer les deux autres catcheurs jusqu'à ce qu'il fait... Attendez. Il fait un Black Slam sur Abyss. Non, pas sur Abyss lui-même, sur Kazarian. Et il bat les deux autres. Il bat Kendrick et Kazarian. Et il conserve son titre de la X-Division. Donc victoire de Abyss. Ensuite, encore un match 1 contre 1, mais cette fois-ci entre... Grimson contre justement Samoa Joe. Et que là, ben, vu comment Samoa Joe il n'arrive plus à gagner la moitié de ses matchs et il veut remonter la pente, quitte à battre le nouveau venu, vu comment il veut prouver que certes, en tant que nouveau venu, on peut être imbattable, mais d'épreuves, encore des épreuves, il faut savoir... en faire beaucoup plus. Donc c'est ce que voulait faire Joe, même si à la fin il va se faire allumer par Grimson, alors que c'est normalement lui qui allume tout le monde, et pourtant c'est lui qui s'est fait allumer. Voilà, donc c'est victoire de Grimson avec un double spinebuster, alors que Joe il a vraiment tout tenté, les coquina clutch, les coups de pied Zugeri, et j'en passe des trucs. Il a vraiment tout tenté. Mais il n'arrive pas. Dommage. Donc c'est un 3,5. Et ensuite, Mickie James contre Angelina Love. Donc elle met son titre féminin avec knockout en jeu. Et que elle affronte la zombie amoureuse Angelina Love. Toujours contrôlée par Winter. Katharina Winter. Donc elle le build, elle le pompe, elle le fait booster d'énergie. Mais que à la toute fin, même si on est dopé à bloc par les médocs qu'elle a pu en avaler, elle n'arrivera pas à battre Mickie James, malheureusement, vu comment elle se fait allumer, et même Winter s'est fait allumer par Mickie James. Coup de pied retourné jusqu'à ce qu'elle se fait prendre un DDT de la part de Mickie James pour la victoire. Donc un match qui a duré, je crois, une dizaine de minutes, je crois. J'en suis pas sûr, mais... J'essaie de savoir si c'est oui ou non. Mais voilà, victoire de Mickie James, 3,20. Et maintenant, last man standing match. Le dernier homme debout. Le match du dernier homme debout entre Bully Ray et AJ Styles. Vu comment AJ Styles va avoir sa vengeance sur Bully Ray, qui ne fait que s'en prendre à lui verbalement comme physiquement, eh ben il veut lui faire prouver, certes, je suis comme tous ces petits jeunes qui adorent aller sur Twitter. Enfin, maintenant, Twitter, c'est Twitter X, maintenant. Ou alors, tout simplement X. Après, pourquoi? Ben, il y a toute une histoire, mais bon, je vais pas tout rentrer dans les détails, vu comment je ne suis pas sur Twitter X. Mais que voilà, il dit que c'est un gamin parce qu'il joue aux jeux vidéo, parce qu'il est sur Twitter X, et du coup... ben, AJ, ben, il a envie de lui prouver. Certes, il est comme parmi ces gars-là, mais il pense aussi au bon catch. Parce que Bully Ray, lui, il dit que c'est un gars de la rue, c'est un voyou. Et comme les vétérans
Comme récemment l'Undertaker avait dit, les gars à l'époque, dans leur époque, eh ben, ils avaient des guns dans la poche, ils avaient des couteaux de canif, ils se battaient tout le temps dans les vestiaires, comme dans les bars, bref, ça partait en couille. Bref, les gars n'avaient aucune limite, mais vraiment aucune limite. Et là, je vois que ça commence à s'assombrir, et du coup, je décide de mettre la lampe. Ah merde, ça marche pas. Merde, ça marche pas. Ah, voilà, ça marche. Ouais, ça éclaire un peu, vu comment ça commence à faire un tout petit peu nuit. Mais bon. Donc, ils veulent faire fermer son clapet, parce que, voilà, il n'est pas comme il le prétend d'être. Donc, il veut pas se laisser faire, il veut pas se laisser dire, et du coup, ils veulent prouver le contraire à Bully Ray. Et d'ailleurs, il a beaucoup allumé Bully Ray, même si Bully Ray aussi a beaucoup allumé AJ Styles, avec des atémies et même des prises, qui lui a fait même des grosses prises totalement destructeurs. Même en se foutant ouvertement de sa gueule, en le traitant de plage, de gros faible, de gamin. Mais AJ, le gamin, il va pas se laisser trop intimider ou influencer. Et jusqu'à ce que ça va se terminer près de la rampe d'entrée. Et qu'il place Bully Ray sur la table. AJ prend de la hauteur. J'ai cru qu'il allait faire un splash, mais non, il fait une descente du coude. Mais au moment du climax du match, eh ben, AJ, il était presque debout. Mais Bully Ray, il voit que AJ lui tourne le dos. Donc du coup, il lui donne un coup de pied au derrière et que celui-ci, ben, il atterrit sur une structure avec, un genre de boîte qui se casse facilement. Qui faisait comme dur, mais qui n'était pas si dur que ça. Donc ça se voit que c'était visible, que c'était prémédité à l'avance, ce truc-là. C'est un tout petit peu ridicule, et pourtant AJ il perd comme ça, alors que Bully Ray, ben, lui, il se relève, et c'est victoire de Bully Ray. Tout simplement, c'est victoire de lui. Ce match-là, je lui avais mis 3,80, malgré tout, je lui avais mis ça. Ouais, ben voilà. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA entre Mr. Anderson contre Sting. Tout ce que je me rappelle, ça a commencé fort, alors que Mr. Anderson fait ses fameux promos dans la rampe d'entrée. Il vient de Green Bay dans le Wisconsin, il se fait appeler Mr. Anderson. Mais derrière lui, il y avait Sting, et au moment où il était prêt à dire Anderson, et ben c'est Sting qui lui dit à sa place Anderson. Et après, ben les deux ils se battent, ils se foutent sur la tronche. Et voilà comment le match débute, qui commence. Et dire que Sting, il était bien parti, il était vraiment bien parti à remporter le match et à faire la misère, vraiment la misère à Anderson. Mais celui-ci, il lui répond, il se laisse vraiment pas du tout faire. Et que après avoir tenté de imiter Sting pendant de nombreuses minutes à faire son fameux Stinger Splash, même le fameux Sharpshooter, ben Sting, il veut contrer tout ça, alors que c'est notamment sa technique, sa façon de catcher. Ben, il retourne la situation sur Anderson, et Anderson, ben, il subit ses conséquences de son insolence. Vu comment on sait, un roi des trous-ducs, ben, ça mérite de se retrouver à sa place comme il doit être. Et du coup, Sting, il veut le mettre à sa place. Mais le roi des trous-ducs a la tête dure. Hein. Vraiment, il a vraiment la tête dure. Et que, si je crois bien, il trouve vraiment une faille. Et il allume Sting en faisant un Scorpion Deathlock. Et il en termine avec un Might Shake pour la victoire. Donc, il bat Sting pour devenir champion du monde des poids lourds. Et du coup, ben, Anderson devient pour une nouvelle fois champion du monde de la TNA. Voilà. Ce match-là, je le mets à 3,90. J'ai pas été déçu. Vraiment pas été déçu. Bon, après, ça aurait pu être le main event. Ça aurait pu être le main event. Mais le main event, c'est pour clôturer une rivalité qui a trop duré entre Kurt Angle et Jeff Jarrett. Et c'est pour avoir une chance au titre du monde poids lourd de la TNA, être un aspirant au titre, mais aussi l'honneur et la médaille d'or de Kurt Angle étaient en jeu.
Et du coup, ben, si Kurt Angle perd tout, il perd vraiment tout, ben, c'est Jeff Jarrett qui va lui pomper tout, il va lui prendre tout ce qu'il possède, sa médaille, son intimité, sa notoriété. Bref, il veut lui piquer tout ce qu'il a à Kurt Angle, même s'il s'en fout que ce dernier est plus bas que terre, vu comment il veut vraiment l'enterrer au plus haut point. Ah, parce que vous savez, le gars il lui a pris sa femme, il lui a pris ses enfants, et que il se prétend être le meilleur papa que Kurt Angle, alors que chacun est meilleur, peut être le meilleur papa dans son domaine. Mais Jarrett, ben lui, il dit que c'est lui le meilleur et pas personne d'autre, quoi. Donc il veut tout prendre, mais Kurt Angle, ben cette fois-ci ne va pas se laisser céder. Vu comment Karen Jarrett n'est pas dans le match, vu comment elle a eu un petit accident de la part de Kurt Angle, enfin entre guillemets, parce que vu comment Jeff Jarrett l'avait poussé sans le faire exprès dans les escaliers, et que du coup, ben, elle s'est pété la nuque, elle a mal au dos, et qu'elle dit que si jamais Jeff Jarrett se débarrasse de mon ex-mari, et que un coup qui va lui piquer tout, qui va vraiment le tout prendre, eh ben, elle aura la jolie médaille d'or de Jeux Olympiques en sur son cou et entre ses seins, et que aussi elle va faire ce qu'elle sait faire de mieux avec certains hommes. Ok, ben t'es vraiment une chaudasse, tu allumes vraiment tu allumes vraiment le chauffage, hein. Tu montres déjà la couleur, et que c'est là où Mike Tenay lui dit que c'est qu'elle est vraiment ben, une usurpatrice, une péripatéticienne, et que Karen Jarrett n'a pas apprécié bah, le comportement du vieux commentateur, le regretté vieux commentateur, désormais, parce que vu comment lui aussi est décédé entre-temps. Mais bon, Karen Jarrett n'est pas dans l'arène, elle est que chez elle, et elle veut déjà préditer ce qu'elle veut faire un coup que Jeff Jarrett aura gagné. Mais sauf que, voilà, elle est pas là, il doit se démerder tout seul, Jeff Jarrett, et on est prêt à en terminer et à en découdre, surtout. Donc il veut en découdre Kurt Angle, et du coup ben, il va se lâcher, même si Jarrett a voulu tout prendre, et aussi ben, le battre n'importe quel moyen. Il a vraiment tout fait, et il n'arrive pas, il s'en sort pas, il galère. De toute façon, c'est bien de galérer, vu comment on prouve à quel point on est presque vulnérable à ses dépens, alors qu'il tente tout. Le stroke, même voler les prises comme le Angle Slam de Kurt Angle, il a vraiment tout tenté de voler. Jusqu'à ce qu'il a voulu faire le Ankle Lock, mais sauf, il fait vraiment pas du tout bien le Ankle Lock. À vrai dire, il tord le pied dans le mauvais sens, dans le sens où on a vraiment pas mal au pied, mais que Kurt Angle n'a même pas le choix de vendre. Donc, vous vous rendez compte, il vend même pour Jeff Jarrett, alors que le Ankle Lock est vraiment mal fait. Donc c'est ça ce que je comprends pas du tout, la logique. Je comprends vraiment pas du tout la logique, pourquoi il vend le Ankle Lock, alors que ce dernier ne le fait vraiment pas très bien. Même si un peu plus tôt dans le match, il a tenté les German Suplex, mais sauf qu'il faut pas trop jouer aux German Suplex avec Kurt Angle, car c'est Kurt Angle qui allonge ses adversaires en faisant des German Suplex. Mais que le climax va se terminer entre un ankle lock de Jeff Jarrett qui voulait faire justement souffrir son adversaire. Mais quand Kurt Angle retourne la situation et que il fait le ankle lock sur Jeff Jarrett, et que là, il le fait de manière correcte, pas comme Jeff Jarrett l'a fait, et que ce dernier, ben, là, c'est sûr, il en a mal pour sa cheville, il en a même mal pour sa jambe, donc il a mal de toute sa jambe, de tout, quoi. Et que ce dernier n'a pas le choix d'abandonner suite à la pression de sa cheville qui était à deux doigts de craquer. Donc, Kurt Angle, certes, il a peut-être perdu sa femme et ses gosses, mais il n'aura pas perdu sa médaille d'or olympique, son statut, et surtout, le plus important, il ne perd pas la place en tant que challenger numéro 1 au titre, vu comment il va être champion au titre. Et j'en ai totalement fini. Je mets directement fin à ce match-là, si ce n'est que ce match-là,
je lui mets un 3,70 directement, je le mets ça. Et que maintenant, je conclue. Donc voilà, donc je conclue les matchs, les bonus, les segments, promos et les interviews à l'ensemble. 4,40, je le mets ça. Et avant qu'on se quitte, oui, avant qu'on se quitte, ben, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et je crois que ça va être toute peut-être la dernière, je pense peut-être. Même si avec moi, il faut toujours s'attendre. Tout d'abord, je vais vous montrer un tout petit jeu. Oui, je vais vous montrer un tout petit jeu qui est de la Nintendo 64. Donc, WCW Mayhem. Donc, oui, je l'ai eu dans un cache. Et c'est vrai que l'image est un peu pourrable, mais ça me convient. Ça me convient du fait que je vais essayer de trouver le Revenge, premier du nom, et le deuxième aussi, avec la NWO. Donc, il me manque deux de la WCW. Ensuite, je passe au format coffret. Tout d'abord, celui-ci, mais sauf que je l'ai, les deux, The Best of 2012 et The Best of Pay-Per-View match de 2012. Mais bon, je l'ai gardé pour le format de ma collection. Donc, voilà, ça peut être sympa, mais voilà, c'est tout. C'est tout sans plus. Mais bien sûr, je ne ferai pas de review, vu comment j'ai déjà fait les reviews sur les deux étiquettes comme ça. Voilà, il faut le comprendre. Donc, il ne faut pas me forcer, il faut me comprendre mon choix. Si on ne comprend pas, j'ai face à des personnes qui ne veulent pas écouter, qui ce sont des murs total. Ensuite de ça, j'ai celui-là, mais en volume 4. Donc, bien sûr, j'ai quasiment tous les SummerSlam. Donc, c'est de 2003 à 2007. Et bien sûr, je ne vais pas faire de review vu comment j'ai quasiment fait tous les pay-per-view. Même si ça peut être pour la beauté de la vidéo, mais il faut comprendre que je ne veux pas. Je ne veux pas vu comment j'ai déjà fait des reviews sur les pay-per-view de 2003 à 2007, quoi. Donc voilà, pareil aussi, je ne ferai pas de review. Mais voilà, c'est sympa. Ensuite, le volume 2, il me manque juste le volume 3 et que là, après, j'aurai complet en anthologie de SummerSlam. Donc, c'est de 1993 à... Attendez. À 97. Donc, 97 pour certains. Mais nous, on dit 97. Donc, j'ai de 93 à 97. Donc, voilà. Vu comment j'ai que le volume 3 en SummerSlam Anthology, maintenant j'ai le volume 4 et le volume 2. Et il me manque justement le volume 1 et j'aurai complet. Voilà. Ensuite, le Royal Rumble de 1991 à 92. Donc, en target classique. Donc, voilà. Les doubles victoires de Hulk Hogan dans ce Royal Rumble. Voilà. Ça permet d'essayer de compléter les Royal Rumble, même si j'essaie de trouver l'anthologie du Royal Rumble. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud, mais je vais essayer de l'avoir. Je croise les doigts, comme ça. Je croise les doigts. Ensuite, je pense que je vais passer au film. Je vais passer au film, et pourtant, c'est rare que je cite des films comme ça. Mais bien sûr, les films, je ne vais pas faire de review parce que DVD Pro, Souvenir pouvaient le faire, mais maintenant, DVD Pro Souvenir n'existe plus. Et que maintenant, je me consacre que aux DVD de matchs de catch et pas exclusivement sur les films de catch. Donc, tout d'abord, Beyond the Mat. Donc, WWF Beyond the Mat est édité par Universal Studios. Je pense que c'est un genre de reportage en forme de film. Ouais, vu comment on dirait un genre de film, mais excusez-moi pour le son, mais je peux pas faire autrement, mais on dirait plus un reportage qu'un film. Voilà. Voilà. Et pour terminer en film, The Marine 4, The Moving Target, donc avec le Miz et Summer Rae, et que c'était en 2014, je crois. Je crois que c'était en 2014. Bon, après, vous savez ce que j'en pense, les films de la WWE.
pour moi, c'est vraiment pas à la hauteur du style Hollywood. Parce que les films, c'est vraiment... c'est pas vraiment du grand art. À part les catcheurs qui ont quand même au moins réussi à Hollywood, comme The Rock et John Cena, même Batista. Il y a que ces trois-là qui peuvent vanter d'avoir réussi à Hollywood. Mais pour la WWE, quand c'est le Miz, c'est pas glorieux. À part Cena, Miz, enfin Cena, Rock et Batista. Voilà, tout simplement. Et voilà ce que j'en pense. Voilà. Ensuite, ben, je termine avec quelques CD que je possède. Voilà, si vous permettez. Je sais que c'est long, long. Donc tout d'abord, Alive in UK de 2014. Et que ça s'est déroulé en mai 2014. Donc pour Raw, SmackDown, Superstar et Main Event. The Best of 24 2019. Voilà. De l'annuel 2019. Donc l'après-match. Ouais. 5h42 et qu'il est en anglais, bien sûr. Pareil pour le Alive in UK. The Greatest Royal Rumble 2018. Alors, pour une première, j'avais un tout petit peu adoré, mais je dis bien un tout petit peu, même si après ça, ça va partir en couille pour la WWE. Mais après ça, ben, ils ont amélioré le contenu. Donc, on va dire pour une première, c'est pas mal, même si c'est pas la perfection, tout simplement. ECW Hardcore Metal, donc je pense que c'est le pay-per-view de la ECW, donc intéressant d'avoir ce DVD là, vraiment intéressant, même si c'est très violent. Alors oui, j'ai pas beaucoup des DVD comme ça de la ECW, vu comment la plupart sont extrêmement durs à trouver, c'est pas évident, mais on fait avec ce qu'on a. Mais pour avoir une première, ben, peut-être que j'en aurai d'autres à l'avenir, enfin je ne sais pas, je le dis alors que je ne sais pas. Mais bon, voilà, quoi. Et pour terminer, Beware the Rare Superstar. Before the Rare Superstar, quoi. Deuxième volume. Alors, je sais qu'il y a eu le premier volume, mais sauf que ça m'intéresse pas trop les DVD de ce format-là, même si ça peut être intéressant. Parce que là, on voit les photos de l'époque, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient tous gamins, et d'autres qui étaient adolescents. Voilà, ça peut faire l'objet de vidéos, mais voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Donc voilà ce que je possède, et je ne possède plus rien d'autre cette fois-ci, et que voilà comment je conclus cette vidéo. Donc voilà, vous avez bien compris, j'en ai terminé avec cette vidéo, et je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.